Bonsoir à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé. Une émission consacrée ce soir aux États-Unis en pleine zone de turbulence. Intransigeance du président américain, paralysie du gouvernement fédéral, chute de Wall Street ou encore départ anticipé du ministre de la Défense. Quels sont les dossiers chauds qui s'accumulent à la Maison-Blanche? Axel de Tarlé et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure, mais tout de suite, c'est-à-dire... Bonsoir Jean-Pierre Coutron. Bonsoir. Vous êtes psychologue, addictologue et avec vous, on va parler ce soir cannabis. Une vingtaine de pays européens ont déjà autorisé cette plante à visée thérapeutique, mais en France, on reste réfractaire. Pourquoi ces résistances? Est-ce que c'est tabou de parler de cannabis en France? Alors, c'est pas tabou puisqu'on en parle beaucoup, mais on en parle d'une façon très caricaturale, c'est-à-dire que le cannabis ne doit être que mauvais, probablement parce qu'on a peur qu'il y ait des mauvaises utilisations. Et on confond la crainte de mauvaises utilisations avec l'obligation de diaboliser absolument cette plante qui pourtant, sous la forme de chanvre et sous d'autres formes, a eu et pourrait avoir bien des utilités. Oui, et alors on a l'impression quand même que ce sont surtout des résistances politiques, parce que quand on demande aux Français ce qu'ils en pensent, on va voir ce sondage, eh bien 82% des Français disent qu'ils sont favorables à un usage thérapeutique, donc on voit bien qu'en partie, les mentalités sont prêtes aussi à y réfléchir. Oui, il y a de plus en plus de sondages qui montrent que, contrairement à ce que disent les politiques, nos concitoyens, eux, ont compris qu'on peut avoir une utilisation intelligente de cette plante, et notamment dans le domaine thérapeutique. Alors, justement, peut-être que la France va rattraper son retard assez rapidement, puisqu'il y a quelques semaines, les experts mandatés par l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, se sont prononcés pour l'usage du cannabis. Ils l'ont confirmé aujourd'hui. Alors, concrètement, ça concernerait quelle maladie? Dites-nous en quoi, justement, c'est intéressant. Alors, aujourd'hui, c'est l'ANSM qui a validé l'avis du comité temporaire d'experts qui avait été réuni. Donc, c'est un pas de plus qui vient d'être franchi et qui, du coup, a donné le calendrier jusqu'à l'été. Ils veulent aller assez vite, ce qui est bon signe aussi, hein, le calendrier jusqu'à l'été des prochaines réunions pour finir de répondre aux questions permettant d'accéder au cannabis D'ailleurs, thérapeutique. on sait que la ministre de la Santé est plutôt la ministre de la pour Santé, l'utilisation thérapeutique avait du dit cannabis. Pour le coup, dès lors qu'on lui montrait une indication thérapeutique, elle soutiendrait et elle défendrait. Alors, quel type de maladie, dans quel cas on pourrait l'utiliser? L'avis a donné 5 portes d'entrée, très grandes. Hein, une autour de la douleur, dès lors que d'autres approches proposées n'auraient pas marché, ou en complément pour soulager, faire des sortes de passerelles. Quelque chose qui était très longtemps évoqué, la sclérose en plaques, certains effets de la sclérose en plaques, pareil autour de certaines formes d'épilepsie, et puis peut-être moins connu, les soins palliatifs et des soins de support en cancérologie, c'est-à-dire pour atténuer les effets de la chimiothérapie. Les effets secondaires et améliorer le confort au sens de rendre le malade plus capable de supporter le traitement. Alors aujourd'hui, les personnes qui utilisent du cannabis pour alléger leur douleur, pour se soigner, eh bien, elles sont dans l'illégalité en France en tout cas, ce qui n'est pas le cas partout, on l'a dit. En Angleterre, par exemple, le cannabis thérapeutique est autorisé et Alfie, qu'on va voir tout de suite, à 6 ans, et lui, eh bien, ça lui permet d'alléger ses crises d'épilepsie. On regarde. Alfie Dingley a 6 ans, un petit garçon épileptique. Aujourd'hui soigné à l'huile de cannabis par sa maman. Avant, à chaque crise d'épilepsie, on passait entre 2 et 5 jours à l'hôpital, avec un traitement lourd pour l'apaiser. J'ai vu le changement. Et je préfère largement aujourd'hui qu'ils prennent une huile à base de cannabis, plutôt qu'ils subissent les effets secondaires de médicaments qui n'avaient aucun effet sur lui. Jean-Pierre Coutron, on sait qu'en France, il y a d'autres personnes qui sont exactement dans le même cas qu'Alfie. Vous discutez avec elle, qu'est-ce qu'elles vous disent? Alors, je ne discute pas avec elle, c'est plus compliqué. Moi, je suis un addictologue, donc je soignais des jeunes ou des adultes qui voulaient arrêter le cannabis. Et elles viennent vous voir, elles viennent discuter avec vous. J'étais invité sur des plateaux comme ça pour parler de ces jeunes. Et à la fin des émissions, il y avait des témoignages qui venaient et qu'on me repassait hors plateau de gens qui disaient « Ok, vous avez raison par rapport à... Mais moi, j'ai besoin de ce produit pour tel problème de santé. Moi, je pense une infirmière un jour qui appelle, qui dit « Moi, je vais chercher le produit de l'autre côté de la frontière pour l'amener à ma maman
maman qui en a besoin pour tel autre problème. Pareil pour des cas d'épilepsie, parce que ce qui se faisait dans les autres pays se savait. Et donc, il y a toute une partie de nos concitoyens qui doit aller de façon clandestine et en prenant des risques, chercher ce produit. Ce produit pour se soigner. Pour avoir les effets positifs. C'est un peu hypocrite finalement, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui allègent leur souffrance grâce au cannabis. Franchement, je pense qu'il faut écouter les témoignages de ces associations, de ces personnes, pour comprendre le scandale que représente ce retard. Après, on se dit aussi qu'il y a des opiacés qui existent déjà, la codéine, le tramadol, la morphine. C'est là qu'il y a un mystère. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est crispé sur le cannabis? Qu'est-ce qui fait qu'on entend des personnes dire « mais c'est le cheval de Troie, vous allez ouvrir la porte à une catastrophe sanitaire ». Voilà, on sait qu'une drogue de la famille de l'opium va avoir des utilisations thérapeutiques depuis très longtemps autour du contrôle de la douleur. Et puis on sait que l'héroïne est une des drogues qui pose un certain nombre de problèmes dans le marché clandestin. Et c'est la même origine, c'est ça que vous dites ? C'est la même origine. Ça n'a jamais empêché l'utilisation thérapeutique. Sur le cannabis, il y a eu un espèce de procès qui est que cette drogue, cette plante n'était que mauvaise. Pour le cerveau. Alors justement, on va voir un peu les molécules, parce qu'on a tendance aussi à mélanger un petit peu tout. En gros, principalement, le cannabis est composé de 2 molécules dont on entend pas mal parler avec des lettres un peu barbares. Le THC, qui est en gros le psychotrope, qui fait que le cannabis est une drogue. Et puis le CBD, qui est l'antidouleur, relaxant, etc. Est-ce que, quand on va utiliser du cannabis médical, il y a un risque d'addiction? Alors, ou pas forcément. Il n'y en a pas que 2. Il y en a beaucoup plus, il y en a une 60aine, et effectivement, chacune a des effets thérapeutiques et peut avoir des effets secondaires. Il suffit de bien sélectionner. Alors, quelle forme pourrait prendre le cannabis demain thérapeutique? Vous avez vu là, dans le reportage, on parlait d'huile. D'autres personnes parlent de cachets, de médicaments. On extrairait, on le mettrait dans une forme pharmacologique classique. Est-ce qu'on pourrait fumer? Et puis, les troisièmes réclament. Alors, non pas de fumer, parce qu'on est en train d'expliquer que la voie fumée est une voie dangereuse en termes de cancer, mais probablement, avec la technique du vapotage, on pourrait l'inhaler, enfin le prendre sous forme de vapeur. Et alors, comment est-ce qu'on se le procurerait? Est-ce qu'il y aurait une sorte de liste de maladies éligibles à ce traitement-là? Alors, il y aurait d'abord une indication médicale, puisqu'on est sur une indication ou une ordonnance, et ensuite, tout est ouvert. C'est ce que va devoir déterminer la On pourrait le cultiver chez soi? On pourrait peut-être avoir des autorisations limitées. On pourrait aller chez le pharmacien pour d'autres formes, mais on pourrait avoir des autorisations limitées. Comme ça se fait dans certains pays, vous avez droit, parce que vous avez telle pathologie, de cultiver 2 plants de cannabis, et vous acceptez d'être contrôlé pour ça. Alors, en même temps, là, on voit bien la frontière ténue, et du coup, est-ce que vous comprenez les critiques de ceux qui disent oui, mais du coup, comment faire la différence entre un cannabis cultivé pour un objectif thérapeutique et un cannabis cultivé finalement pour un objectif récréatif? Je comprends les critiques, d'où l'intérêt de finir, de bien sécuriser, mais je vois aussi la catastrophe sanitaire aujourd'hui. Elle est avec le système de prohibition dans lequel on est, qui n'a pas empêché l'usage de cannabis chez les jeunes et qui a empêché les publics qui en auraient besoin d'accéder tranquillement à la molécule dont ils ont besoin. Donc pour l'instant, on perd sur les 2 côtés. Est-ce que vous pensez du coup qu'il faut faire comme le Canada, légaliser le cannabis totalement? C'est une autre discussion. Il faut d'abord bien déterminer le cadre du cannabis médical. Ça n'empêche pas de réfléchir à une régulation beaucoup plus intelligente que celle qu'on a actuellement du cannabis, je préfère pas dire récréatif, mais du cannabis pour les adultes qui le voudraient comme produit de détente. Alors, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est dit donc favorable, on l'a dit tout à l'heure, à cette légalisation du cannabis thérapeutique. Avant toute chose. Est-ce que vous pensez qu'on y est presque? Est-ce qu'une loi pourrait passer rapidement? Je pense que là, on avance. Là, pour le coup, la réponse de l'ANESM rapide, après le rendez-vous des experts, le calendrier rapide avant l'été, quand on est avant usagé fin en 2019, on y est? On peut y être. En tout cas, on peut être à quelque chose qui, cette fois, serait mis en route et non pas comme l'ancien système où le médicament est dans les armoires mais pas distribué. Eh bien, merci Jean-Pierre Coutron, addictologue et porte-parole de la Fédération Addiction. Merci d'être venu sur notre plateau. À tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé. Axel qui va nous parler des États-Unis et de la zone de turbulence que le pays traverse. Les dossiers s'accumulent à la Maison Blanche. Axel de Tarlé et ses invités reviennent sur ces dossiers. Ne bougez pas. Je suis Superdiète, le laboratoire de la santé bio. Tout a commencé en 1961, dans une petite entreprise familiale française qui pensait déjà que pour bien vivre, l'homme devait se reconnecter à la nature et aux traditions. Je suis Superdiète. Je suis le pionnier des compléments alimentaires bio et j'entends le rester. Je puise mes bienfaits dans les plantes
et je restitue le meilleur de la nature pour votre équilibre et votre santé. C'est l'esprit de mon fondateur naturopathe. Je suis Superdiète et j'ai des convictions. Je fais le choix de la fabrication française, traditionnelle et bio, plus respectueuse de la nature, pour ma santé. Je suis Superdiète et je retrouve mes produits Superdiète dans mon magasin bio, à 2 pas de chez moi. Superdiète, l'avenir est bio. Rester chez moi à cause de mes fuites urinaires? Pas question. J'ai découvert Tenalidi Discrete, conçue pour être vraiment très fine et absorbée en 2 secondes. Quelle que soit ma tenue, j'ai toute la discrétion dont j'ai besoin. Rejoignez les 2 millions de Françaises qui font confiance à Tena, dispositif médical. Transit lent. Oh, Herbezan. Transifid Herbezan est un comprimé à base de plantes, dont la rhubarbe qui contribue au transit intestinal. Et ça marche. Naturellement, Herbezan. Transit lent. Oh, Herbezan. Transifid Herbezan est un comprimé à base de plantes, dont la rhubarbe qui contribue au transit intestinal. Et ça marche. Naturellement, Herbezan. Transit lent. Oh, Herbezan. Transifid Herbezan est un comprimé à base de plantes, dont la rhubarbe qui contribue au transit intestinal. Et ça marche. Naturellement, Herbezan. Qu'est-ce qu'un parfum? Le parfum est une parure. On peut raconter une histoire autour du parfum. Un vêtement? Créer un parfum qui habille aussi bien qu'une robe. Une œuvre d'art? Un petit peu comme un peintre qui travaille sa palette de couleurs. Une histoire? Il a fallu des siècles pour arriver à ce niveau de perfection et d'exigence. Ou tout à la fois? Ici, le parfum est considéré comme un véritable trésor. Les trésors de la parfumerie française, ce soir à 20h50 sur France 5. Tous nos programmes à retrouver sur France.tv. Rester chez moi à cause de mes fuites urinaires? Pas question. J'ai découvert Tenalidi Discrete, conçue pour être vraiment très fine et absorbée en 2 secondes. Quelle que soit ma tenue, j'ai toute la discrétion dont j'ai besoin. Rejoignez les 2 millions de Françaises qui font confiance à Tena, dispositif médical. Atlas du Cosmos National Geographic, une collection pour contempler et comprendre le spectacle du cosmos. Le volume 1, 3,99 € seulement. Est-ce que les legs pourraient changer quelque chose? La réponse, elle est oui. On peut vaincre le cancer, l'espoir est dans la recherche. On arrive à des taux de guérison qui sont vraiment très très bons. Et il est clair que si on avait des legs, on pourrait aller plus vite. Faire un leg à l'Institut Curie, c'est synonyme d'espoir. On sait où va l'argent. Toutes ces recherches nécessitent des moyens humains et financiers importants. On va réussir à soigner le cancer pour de bon. Il faut surtout pas lâcher. Institut Curie, l'espoir est aussi dans vos legs. Avec Régime Box, perdez jusqu'à 5 kilos par mois. J'ai perdu 25 kilos en 6 mois. C'est hyper simple. Et on a la garantie que les plats sont équilibrés. J'ai perdu 46 kilos en 6 mois, sans privation, en ayant même fait quelques petits écarts. Commandez maintenant et bénéficiez d'une réduction de 40%. Chaque jour, vous mangez un délicieux petit déjeuner, un vrai plat le midi, un repas copieux le soir et même une barre chocolatée à 16h. La livraison est gratuite. Si vous n'êtes pas 100% satisfait, vous êtes remboursé. Alors rendez-vous sur regimebox.fr et bénéficiez d'une réduction de 40%. C'est une surprise, tu vas voir. Allez, viens. Que l'on ait un cadeau à offrir ou pas, on passe toujours chez Comtesse du Barry. Comtesse du Barry, l'épicerie fine des fins gourmets. Ne comptez pas sur le hasard pour dépister votre DMLA. Faites le test dès à présent, cachez l'un de vos yeux. Une tache sombre immobile au centre de votre vision, des lignes déformées, ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA. Consultez dans les meilleurs délais un ophtalmologiste. Bonsoir à toutes et à tous. Donald Trump en visite surprise en Irak, une façon pour le président américain de montrer son soutien aux militaires.
et ce, au moment où Donald Trump doit affronter toute une série de revers sur le plan intérieur, avec tout d'abord la démission de son ministre des Affaires étrangères, et puis surtout ce shutdown, cette paralysie de l'administration américaine. 800 000 fonctionnaires ne sont plus payés. En cause, un désaccord avec les démocrates sur le financement du fameux mur anti-migrants à la frontière mexicaine. Autant d'incertitudes qui effraient les investisseurs. Wall Street s'apprête à signer son pire mois depuis décembre 1931. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons du coup décidé d'intituler ce soir « Trump au bord du crack ». Alors pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de Sertine, économiste. Vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous dirigez l'Institut de haute finance et vous êtes l'auteur de Talent et les assassins aux éditions Anne Carrière. Nous accueillons Nicole Bacharan, qui vous revenez tout juste des États-Unis. Vous êtes politologue, donc spécialisé des États-Unis, et je rappelle votre livre « Les secrets de la Maison-Blanche », c'est aux éditions Pocket. François Durper, historien spécialiste des États-Unis, maître de conférences à l'université de Cergy-Pontoise et auteur de l'Histoire des États-Unis en Que sais-je, qui est édité aux Presses universitaires de France. Et enfin, Jean-Dominique Mercier, journaliste à l'opinion, spécialiste de questions de défense et de diplomatie, auteur de Macron Bonaparte aux éditions Stock. Nicole Bacharan, tout d'abord, pourquoi cette visite surprise en Irak et surtout pourquoi maintenant, là, entre Noël et le jour de l'an? Déjà, je pourrais retourner la question. Pourquoi ce blouson? Qui va trouver un blouson alors, aussi extraordinaire? Vous m'avez parlé du blouson de Donald Trump, je crois qu'on a l'image, voilà. Il faut le voir en entier pour l'apprécier. Mais au-delà de l'anecdote, pourquoi? Parce qu'il est grand temps. Il est quand même traditionnel pour les présidents américains d'aller rendre visite aux troupes qui sont loin de leur foyer pendant les grandes fêtes, à Noël, à Thanksgiving. Donald Trump ne l'a jamais fait. C'est la première fois qu'il va sur une zone de guerre. Et ses rapports avec le Pentagone et avec l'armée en général sont difficiles. Vous vous souvenez de sa visite en France le 11 novembre, où il ne s'est pas rendu au cimetière militaire où étaient morts plusieurs milliers d'Américains dans la boue. Lui n'avait pas voulu se mouiller et ça avait été extrêmement critiqué par la presse américaine, par les militaires, par même les milieux les plus conservateurs. Et puis là, il n'y a plus vraiment de patron à l'armée américaine. Jim Mattis, le ministre de la Défense, a démissionné. Donald Trump a précipité même son départ en disant « il veut démissionner, je le jette dehors ». Le patron de la coalition occidentale en Irak et en Syrie a démissionné parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec les décisions que Donald Trump vient de prendre sur le retrait en Syrie. Et en plus, Donald Trump a besoin de faire un peu diversion, puisque vous parliez du shutdown, on en parlera ensemble, de cette absence de vote du budget. Donc il ne peut pas partir en vacances, il est à la Maison-Blanche, il a même tweeté « Je suis seul à la Maison-Blanche, pour mes pauvres de moi ». Et donc, il se montre en chef des armées pour essayer de rallier l'opinion à des décisions qui sont quand même très, très contestées. François Durper, première visite donc de Donald Trump aux États-Unis, et visiblement, il a été surpris... Sur une zone de guerre. Aux États-Unis, ça fait un moment qu'il y est. Oui. Il a été surpris par la complexité et toute l'organisation. Parce que comment ça se passe quand un président des États-Unis va en Irak? Alors, effectivement, ça peut être un avantage politique d'aller sur une zone de guerre quand on est président, mais c'est un embarras militaire, parce qu'il faut sécuriser évidemment l'arrivée du président dans une zone où les militaires ont bien d'autres choses à faire. Donc il fallait absolument entourer cette visite d'une surprise, de secret. C'est pour ça que mercredi, il a tweeté pour faire diversion, je suis à la Maison-Blanche, je suis tout seul à la Maison-Blanche. Sauf que le secret, il a été éventé de manière assez simple. Et pourquoi le secret? Parce qu'on a peur qu'il se prenne un missile, par exemple? Bien sûr, il faut tout le temps prévenir. Il y a deux choses. D'abord, il y a la sécurité, et puis il y a aussi l'effet médiatique escompté. L'idée qu'un président est sur le terrain, c'est bien, il faut que ce soit un minimum d'effet de surprise. C'est pour ça qu'on dit aux journalistes, par exemple, eh bien, vous ne le dites qu'à votre épouse, votre rédacteur en chef, et c'est tout. Tous les journalistes qui entourent le président. Sauf que là, on a un président qui tweete 12 fois par jour. 12 fois par jour, ça veut dire que quand il ne tweete plus, eh bien, il y a quelque chose qui, évidemment, en rédaction, les gens se disent, les journalistes, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas tweeté. C'est parce que son compte Twitter était à l'arrêt qu'on s'est dit, tiens... on s'est dit, il se passe quelque chose. Deuxième élément, aucune visite programmée à l'agenda. Troisième élément, plus de garde à l'uniforme marin devant la Maison-Blanche. Et puis quatrième élément, c'est tous les passionnés d'aéronautique qui ont vu un Boeing 747
d'un type un peu particulier, Air Force One, survolant l'Europe. Et donc, on savait qu'il se passait quelque chose quand il est arrivé. Les États-Unis savaient déjà que le président américain allait visiter les troupes. Et donc là, pour le coup, les faits étaient un petit peu éventés. Après, il peut y avoir un effet politique. Et puis, vous l'avez dit, Nicole, rappelons que Barack Obama, il avait visité 5 fois l'Irak en l'espace d'un an, sa première année. Et puis, au bout de 3 mois, il était déjà allé en Afghanistan. Donc là, première visite au bout de 2 mois. Il faut quand même rappeler que les soldats, ils votent à 2/3 républicains. Ah oui, d'accord. C'est son électorat. Et vous savez que dans 1 an, c'est déjà le début de l'élection primaire. On est déjà dans la préélection 2020. Jean-Dominique Mercier, aller en Irak, c'était une façon aussi de dire on ne déserte pas complètement le Moyen-Orient, parce qu'on sait que l'annonce du départ de la Syrie a fait beaucoup de bruit et a été parfois mal perçue, était à l'origine d'ailleurs de la démission du ministre de la Défense. Oui, Donald Trump, quand il arrive en Irak, il dit plusieurs choses. Enfin, il dit 2 choses qui peuvent sembler contradictoires. Il dit, nous ne sommes pas les gendarmes du monde. Donc ça justifie effectivement le retrait de Syrie. Mais il dit, mais quand même, nous on est pour la paix, mais la paix ça va avec la force. Et donc la force c'est l'armée. Donc il justifie quand même le fait d'avoir une présence militaire en Irak, et d'autant qu'il ajoute en disant « Et puis si on doit encore intervenir en Syrie pour aller tuer quelques méchants, on le fera à partir de l'Irak », ce qui est d'ailleurs pas idiot en soi. Donc effectivement, il y a ce message. Les États-Unis ne sont pas en train de quitter le Moyen-Orient. Ils ont des bases énormes au Qatar, ils restent des alliés importants de la Turquie, et ils le seront de plus en plus, même ils le sont de plus en plus en ce moment. Ils sont présents en Arabie Saoudite, ils sont présents en Israël, ils sont présents, je veux dire, comme alliés, ils ont des alliés très solides. Ils ne sont pas en train de déserter le Moyen-Orient. C'est vrai qu'ils quittent la Syrie. Honnêtement, ça n'a jamais été un théâtre central pour les États-Unis. Et d'une certaine manière, on pourrait presque dire que Donald Trump a utilisé le retrait de la Syrie, a annoncé assez brutalement, pour se débarrasser de son secrétaire à la Défense, dont il ne le supportait plus, et il voulait le remplacer. C'est presque des raisons personnelles qui ont fait qu'il s'est débarrassé de... Non, il y a un vrai désaccord politique. C'est-à-dire que le général Mattis représentait l'institution militaire. Il auprès du président de la République, ou du président des États-Unis, beaucoup plus qu'il n'était l'homme du président à la tête des armées, à la tête du Pentagone. Il y a un moment, ça crispe, ce genre de choses. On l'a même vu en France. Il arrive que des chefs d'état-major ou des ministres, voilà. Donc, on sait au général de Villiers qui a été limogé par Emmanuel Macron. Le général Mattis, et c'est pour ça que beaucoup de gens lui décernent des éloges assez inconsidérés en réalité, mais parce qu'il représentait les intérêts de l'armée. Le président, c'est lui le patron, il est élu. Et donc, il veut décider, et c'est légitime. Donc, Donald Trump, besoin de marquer son affection, de montrer qu'il est du côté des militaires. Philippe de Sertine, jusqu'à présent, on disait beaucoup de choses, on critiquait souvent Donald Trump, et on disait « mais l'économie, ça marche ». Or là, il y a une débandade à Wall Street, il y a un shutdown, qu'est-ce qui se passe? Il a perdu au moins la confiance des investisseurs, Donald Trump? Je crois qu'on a été excessif en disant à un moment donné, mais vous voyez, Donald Trump était élu, l'économie américaine n'a jamais aussi bien fonctionné. Ce n'était pas lui qui était à l'origine de ça. On va dire, la logique positive, elle était en marche depuis un moment. Certes, il ne l'a pas cassée, mais elle s'est poursuivie. Et aujourd'hui, on peut lui faire le reproche dans l'autre sens, c'est-à-dire ça a l'air vraiment d'aller moins bien, et ça va aller moins bien sur 2019, et de moins en moins bien. Ce n'est pas forcément lui non plus qui est en cause. Mais on va dire que cette espèce d'envie... La loi des cycles. Oui, c'est la loi des cycles. Et alors, la vraie question qui se pose, c'est de dire est-ce qu'il prend les bonnes mesures au moment du cycle où on se trouve? Et ça, c'est une question qu'on pose depuis un moment. Et là, il s'avère bien qu'a priori, tout ce qu'il prend comme décision, c'est un peu contracyclique. C'est-à-dire, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait. Mais néanmoins, on ne peut pas considérer que c'est son action qui va détériorer l'économie. Cela étant, lorsque l'on évoque effectivement le calendrier politique, c'est-à-dire ce calendrier maintenant qui va s'accélérer vers soit la réélection, soit peut-être quelque chose qui serait du domaine de l'impeachment ou quelque chose comme ça, dans les 2 ans qui viennent,
l'économie qui va moins bien, alors là, pour le coup, c'est pas bon pour lui. Et lorsque Wall Street s'effondre, on doit bien avoir conscience que nous, en France, on a des problèmes, ce qui est le cas d'ailleurs, entre parenthèses, sur le marché boursier européen ou français. Il y a quelques boursicoteurs qui s'y intéressent, mais la population française, elle n'est pas tous les jours, les yeux rivés sur la bourse. Aux États-Unis, c'est pas vrai du tout. Énormément d'Américains placent leur épargne et vont avoir de la capacité de consommation ou d'investissement parce que leur épargne leur rapporte à Wall Street. C'est-à-dire, il y a vraiment cette culture du marché financier. Et là, quand ça ne va pas, c'est pas bon signe. C'est le livret A qui va plus. Ah oui, là, c'est vraiment le livret A on va dire, de la population américaine, on va dire relativement aisée, donc il y a une partie importante de la population américaine qui peut voter républicain. Et même en ce qui concerne, on va dire, une des bases de l'électorat de Donald Trump, c'est-à-dire les gens de niveau faible, avec des faibles revenus, plutôt blancs, du centre des États-Unis, eux aussi, dès qu'ils ont un tout petit peu d'économie, ils les mettent dans Wall Street. Et lorsque Wall Street s'effondre, alors pour eux, c'est encore plus grave que pratiquement les gens les plus riches. Et puis c'est l'argent de leur retraite. Un mot, oui, Nicole Bacharan ? Et d'ailleurs, je me demande si il n'y a pas quand même... On en parlait aux États-Unis, là, de la chute de Wall Street. Oui, évidemment, parce qu'elle est constante et c'est très, très préoccupant. Et puis, un jour d'embellie, hier, quand Donald Trump est loin et ne tweete pas, et que tout d'un coup, on a les chiffres de la consommation autour de Noël qui ont été très bons. Plus 5% hier, mais là, la bourse replonge aujourd'hui. Donald Trump revient, et dans les angoisses des marchés, il y a les rapports de Donald Trump avec la Banque centrale, il y a les tweets, il y a les décisions intempestives, et surtout le sentiment assez général qu'au fond, il est seul à la Maison-Blanche. Je termine là-dessus. Rendez-vous compte qu'il n'a plus de ministre de la Défense, plus de ministre de la Justice, plus de chef de cabinet, et j'en passe. Il n'a plus que des intérimaires. Donc, il y a, je crois, parmi les économistes, les investisseurs, les gens qui travaillent à la bourse, le sentiment qu'on a un homme incontrôlable et qu'il n'y a plus personne autour pour essayer justement de limiter ses impulsions. Son ministre de la Défense, j'ai entendu dire qu'avec son départ, on dit que c'était le dernier adulte à la Maison-Blanche. Oui, c'est rassurant. C'est un peu ce qui se dit. Oui, bien sûr. Le dernier homme vraiment expérimenté, solide. Alors, cette année, donc, pas de partie de golf dans sa maison de Floride. Non, Donald Trump, on l'a dit, passe ses vacances à la Maison-Blanche, alors avec un petit détour par l'Irak. Il passe ses vacances à la Maison-Blanche contraint et forcé par une multitude de crises, notamment le fameux shutdown. Alors, de quoi s'agit-il ? Cette crise peut-elle durer et quelles en sont les conséquences ? Élément de réponse avec Victoria Rouxel et Christophe Roquet. Lors des traditionnels coups de fil du réveillon de Noël, en pleine conversation avec une petite fille, le président américain se fend d'une remarque bien maladroite. Passe de bonnes fêtes. Tu crois toujours au Père Noël ? Parce qu'à 7 ans, c'est assez rare, pas vrai ? La phrase choc et fait le tour du monde. Une polémique de plus dans une période de Noël décidément très compliquée pour Donald Trump. Après la démission de son secrétaire à la Défense, James Mattis, pour désaccord sur le retrait des troupes en Syrie, le président se trouve empêtré dans un bras de fer avec les sénateurs démocrates au sujet du financement du mur à la frontière mexicaine. Donald Trump passe un mauvais Noël et le fait savoir. Je suis tout seul, pauvre de moi, à la Maison-Blanche, en attendant que les démocrates reviennent et passent un accord au sujet de la sécurité à la frontière dont nous avons désespérément besoin. Le refus des démocrates de trouver un arrangement va finir par coûter au pays beaucoup plus cher que le prix actuel du mur. C'est fou. Pour construire ce mur anti-migrants, Donald Trump demande une enveloppe de près de 4,5 milliards d'euros. Un montant qui doit être approuvé au Sénat dans le cadre du vote du budget fédéral par le Congrès. Mais les républicains, pourtant majoritaires, ne disposent pas d'assez de voix pour valider ce financement. Et les démocrates ne sont pas prêts à faire ce cadeau de Noël à Donald Trump. Le Sénat ne dispose pas des votes nécessaires pour un mur frontalier dispendieux et financé par le contribuable. Donc, Président Trump, vous n'aurez pas votre mur. Une discorde qui plonge le pays depuis 6 jours dans un shutdown. Traduisez, une fermeture. Un classique de la vie politique américaine, résultat d'un désaccord entre le Congrès et la Maison-Blanche au sujet du budget de l'État. Faute d'argent, plusieurs administrations ferment. Les salaires d'une grande partie des fonctionnaires sont impayés. 850 000 agents seraient concernés. Une partie d'entre eux se retrouvent donc au chômage technique, comme les employés de la NASA ou du ministère du Logement.
Ceux travaillant pour les administrations jugées essentielles, comme le FBI ou le secteur pénitentiaire, doivent eux rester en poste et seront payés plus tard. D'ordinaire d'une durée de quelques jours, ce shutdown-là ne semble pas trouver d'issue. Le président refuse toute concession. Je ne sais pas quand le shutdown prendra fin. Ce que je peux vous dire, c'est que ça n'arrivera pas, à moins que nous ayons un mur, une clôture, ou peu importe le nom qu'ils lui donneront, comme ils veulent. Le résultat est le même. C'est une barrière pour empêcher les gens d'affluer dans notre pays, contre la drogue. Le mur était une de ses promesses de campagne. Et Donald Trump le sait, il est à un tournant de son mandat. Ce bras de fer avec les démocrates du Sénat serait donc une stratégie pour garder le soutien de son électorat. C'est un simulacre de bataille pour que le président donne l'impression qu'il se bat. Mais même s'il gagne, notre frontière sera quand même en danger. Un shutdown qui coûte cher. Le PIB américain serait amputé de plus d'1 milliard d'euros par semaine de blocage. Un coup dur qui accentue la fébrilité des marchés, déjà préoccupés par la guerre commerciale avec la Chine, et plus récemment, par les menaces proférées par Donald Trump à l'encontre de la Fed, la banque centrale américaine, accusée de remonter trop rapidement ses taux d'intérêt. Le seul problème de notre économie, c'est la Fed. Ils n'ont aucun sens du marché. Ils ne comprennent pas l'importance des guerres économiques, d'un dollar fort, ou même du shutdown provoqué par les démocrates. La Fed est comme un joueur de golf puissant qui ne peut pas mettre la balle dans le trou, car il manque de précision. Une nouvelle crise rapidement désamorcée. Le conseiller économique de Donald Trump assurait hier que Jérôme Powell, le patron de la Fed, ne serait pas congédié. Une manière de rassurer les marchés, alors que Wall Street enregistre son pire mois de décembre depuis 1931. Alors, question téléspectateurs, quelles sont les conséquences de l'actuel shutdown dans la vie quotidienne des Américains? François Durper. Alors, un shutdown, ce n'est pas l'apocalypse institutionnelle, hein. C'est le 3e shutdown de l'année. Ce qui compte, c'est que ce shutdown, c'est-à-dire l'arrêt du gouvernement fédéral, ne dure pas trop. Tout simplement parce que chaque ministère a un fonds de réserve. Quand ce fonds de réserve est épuisé, alors là, du coup, ça a des conséquences graves. Très concrètement, par exemple, vous êtes un touriste aux États-Unis, vous allez dans un parc national, il peut être ouvert, mais vous n'aurez pas accès aux informations. Et puis, les services vitaux continuent à fonctionner. Par exemple, on peut prendre ceux qui s'occupent de la météo. Si vous avez un danger météorologique, en revanche, vous avez vu le tsunami en Indonésie, eh bien là, du coup, les États-Unis étaient très peu présents. Conséquence du shutdown. Et puis dans la vie des gens, regardez, vous avez qu'à prendre Twitter, parce que c'est la mode, hashtag Shutdown Stories, et vous avez tous les fonctionnaires qui aujourd'hui sont en train de se plaindre, les gilets jaunes fonctionnaires américains qui se plaignent surtout de Donald Trump. Pourquoi? Parce que Donald Trump, il a assumé le shutdown. C'est assez rare. Habituellement, on se renvoie un petit peu le shutdown. On dit c'est la faute du camp adverse. Et là, Trump a dit, moi je suis prêt à un shutdown long, je veux mon mur absolument. Ça veut dire qu'ils ne seront pas payés, les 800 000 fonctionnaires, ou ils seront payés avec retard? Non, les fonctionnaires seront payés avec retard, ils ne sont pas payés pour le moment, donc c'est quelque chose de grave. Pourquoi il l'assume, Donald Trump? D'abord parce qu'il pense que le mur, c'est très important sur le plan électoral. Il a raison, il y a moins d'un Américain sur deux qui est favorable au mur, mais 86% des républicains. Et puis aussi parce que généralement, dans l'histoire américaine, eh bien, les électeurs ne pénalisent pas le parti ou le président qui est le responsable du shutdown. Regardez, en 2013, les Américains avaient dit ce sont les républicains les responsables du shutdown, et les républicains avaient gagné le Sénat en 2014. Nicole Bacharan, ce mur, c'était quand même l'une des promesses de campagne de Donald Trump. Il ne coûte pas très cher, 5 milliards de dollars. Non, mais je veux dire, comparé au budget américain, c'est quoi? C'est l'ordre de 4 400 milliards. Voilà. Mais donc, 5 milliards, c'est ce qu'il veut aujourd'hui. Le chiffre, il a annoncé divers chiffres depuis 3 ans, et notamment 25 milliards, 52 milliards, toujours payés par le Mexique. Donc là, il est quand même acquis que c'est le contribuable américain qui va payer. Mais en fait, c'est une espèce de quelque chose de très fantasmagorique, ce mur de Donald Trump. Si vous allez à la frontière avec le Mexique, vous avez ça part, mettons, de la côte ouest, vous avez la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, tout ça c'est du dur, si j'ose dire. Il y a des canyons, il y a de la terre, etc. Et les terres de chaque côté appartiennent
au gouvernement fédéral. Et là, il y a des barrières, des contrôles, toutes sortes d'éléments, des drones, 16 000 personnes qui patrouillent quand même. Et puis, vous avez le Texas, qui est un problème en soi, parce que la frontière, c'est le Rio Grande, c'est un fleuve. Donc, c'est difficile d'y faire un mur. Et côté américain, ce sont des terrains privés qu'il faudrait racheter. Donc, que représentent ces 5 milliards que Donald Trump veut aujourd'hui, dont il fait un symbole d'une bataille politique? Eh bien, en fait, on n'en sait rien. Parce que depuis 2 ans, 2017-2018, chaque année, il y a 1,7 milliard qui a été voté pour renforcer la frontière, renforcer les structures. De ces 1,7 milliard, l'administration, donc sous la responsabilité de Donald Trump, a dépensé 6%. Ah oui. Donc il y a de l'argent, en fait, pour renforcer la frontière. Mais ce qu'il veut, je crois, c'est quelque chose de très, très visiblement mural. Vous savez, il avait, comment dire... on imagine le mur de Berlin, un peu. Voilà, il avait montré des prototypes en Californie. Alors, il faut que ça soit haut comme 3 étages. Ouais. Il faut que ça soit bien costaud en béton. Il explique que lui, c'est construire. Il faut que ça ait un aspect de mur... plus mûr que ce qu'il y a à l'heure actuelle, qui est quand même déjà pas mal. On pourrait l'avoir, un mur comme ça? Non, à mon avis, non, très difficilement, par petits morceaux. Et je pense, mais on verra comment ça se développe, que comme il va falloir quand même payer les fonctionnaires, et que les 3/4 du budget sont votés jusqu'en septembre 2019, mais il manque un quart, dont le mur. Il va falloir se mettre d'accord pour dire que ce mur n'est pas tout à fait un mur, et que quand même on va en faire un peu. Parce que là, on en est dans la négociation, c'est tant que j'ai pas l'argent... Voilà. Je gèle le budget, et donc les fonctionnaires ne seront pas payés. Et alors on ne sait pas qui va céder. Est-ce que ce sont les démocrates qui vont donner l'argent, ou est-ce que c'est Donald Trump qui va renoncer à son mur? C'est celui, comme le disait François, qui aura l'air d'être le mauvais joueur, qui va perdre la bataille. C'est que le 3 janvier, tout change. Le 3 janvier, la Chambre des représentants devient démocrate. Nancy Pelosi, la chef des démocrates, devient la chef de la Chambre des représentants. Et là, du coup, c'est elle qui a la main. C'est elle qui peut proposer quelque chose. Donc, pour Donald Trump, c'est un compte à rebours. Ce shutdown, il peut effectivement durer. Pourquoi? Parce que le mur, c'est le cœur de la promesse électorale de Donald Trump. Beaucoup d'électeurs américains, si vous leur posez la question « Pourquoi vous avez voté pour Donald Trump ?» Parce que je veux un mur. C'est en quelque sorte l'agenda caché de Donald Trump, l'agenda identitaire. D'autant qu'on a eu des chiffres sur l'immigration. 140 000 personnes entrées illégalement aux États-Unis sur les 2 derniers mois. C'est un chiffre qui a doublé en 1 an. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Et ça veut dire également qu'il y a une erreur aussi de Donald Trump sur le nombre de sans-papiers. La plupart des sans-papiers ne sont pas des gens qui passent à la frontière mexicaine. La plupart des sans-papiers sont des gens qui rentrent légalement aux États-Unis avec un visa. Ils sont soit étudiants, soit c'est un visa de travail, et ils restent aux États-Unis. Et ça, évidemment, c'est pas traité dans la politique, mais c'est pas par la frontière. Et ça veut dire qu'il y a une réforme de l'immigration à entreprendre de manière transpartisane au Congrès. Jean-Dominique Merchet. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Donald Trump cherche tout simplement, comme l'a dit François, à faire plaisir à ses électeurs. Et il ne pense qu'à ça. Parce qu'il a une masse, en gros, de 40% de l'électorat qui lui est fidèle quasiment à la vie et à la mort. Et plus il les satisfait, et plus il s'assure de cet électorat. En face, il a quand même des gens divisés. Alors, ils sont peut-être réunis par la détestation de Trump, mais les démocrates sont divisés entre, en gros, les héritiers du courant Clinton, Obama, qui sont des modérés, et puis une aile beaucoup plus radicale, et ça ne permet pas forcément de gagner les élections, d'être divisé comme ça. Mais Trump, lui, sa stratégie, c'est « je fais plaisir à mes électeurs ». Mes électeurs sont mes actionnaires et je n'ai des comptes à rendre qu'à mes électeurs. Alors, je fais plaisir à mes électeurs. Il y a le style Trump. Quand il se moque un petit peu là, de ce petit garçon de 7 ans en disant dis donc, tu crois toujours au Père Noël », alors c'est très transgressif. Ça choque énormément aux États-Unis, où on se dit vraiment il n'est pas du tout politiquement correct, ce président. Alors ça a quand même de l'ordre de l'anecdote. Ceux qui détestent Trump, on en a beaucoup parlé. On a dit, tiens, c'est le père Fouettard. Il y a un enfant dont on a beaucoup plus parlé ces dernières heures. C'est un enfant qui est mort à la frontière américaine et qui était normalement dont les services américains auraient dû s'occuper, les services à la frontière. Pourquoi cet enfant est mort, guatémaltèque, après une première enfant morte il y a quelques semaines? Et là, pour le coup, on n'est pas dans l'ordre de l'anecdote, mais vraiment de la polémique politique. Du côté des Républicains, on dit ce sont les parents
qui mettent en danger la vie de leurs enfants. Mais pour les démocrates, il y a la nécessité de reformer profondément les services à la frontière, de dire simplement qu'il y a déjà des mesures qui ont été annoncées. Ce sont les enfants qui étaient dans les centres de rétention pour immigrer, illégaux. Et qu'est-ce qui s'est exactement passé? Alors, il y a eu un rapport en 2014, d'ailleurs, qui est arrivé sur la table du Sénat et de la Chambre des représentants sur de mauvais traitements, des agressions contre les migrants, des mauvais traitements également contre les enfants. Donc ça, c'est le début d'une vraie polémique. Et on se souvient, il y a quelques semaines, de la polémique sur la séparation des parents et des enfants. Pourquoi c'était intéressant? Eh bien parce que des électeurs de Trump et des républicains, eh bien pour le coup, avaient dit à 70% non. La question n'est pas là la question d'enfants migrants, mais la question d'enfants. Et donc, il y a une ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. Jean-Dominique Mercier, on se rend compte que cette question de l'immigration, aux États-Unis comme en Europe, elle est au sommet de l'agenda, au top de l'agenda. C'est pour ça que sur ces affaires, je pense que les Européens sont quand même assez mal placés pour donner des leçons aux Américains. Parce que la frontière qui sépare les Américains de leur sud, c'est une frontière terrestre. Et quand des enfants meurent, on les voit, on les connaît. Les Européens ont, entre guillemets, la chance d'avoir la Méditerranée. Et lorsque les gens se noient en Méditerranée, on ne les voit pas. Or, il y a des milliers de gens qui meurent en essayant de venir chez nous. Beaucoup plus qu'en fait sur la frontière américaine. Donc on est vraiment dire « Ah ouais, les Américains, quand même, ils sont vraiment pas sympas avec leurs immigrés du Sud ». Je trouve que les Européens devraient avoir un peu de pudeur là-dessus. Nicole Bacharan, on peut faire le parallèle. Les antagonismes, les discussions sont les mêmes sur cette question de l'immigration aux États-Unis qu'en Europe. Elles se ressemblent quand elles sont, j'ai envie de dire, irrationnelles. Quand on est dans la peur de l'étranger qui va venir prendre votre place, etc. Mais c'est vrai que les conditions géographiques, les conditions économiques, politiques en Europe et aux États-Unis sont très différentes. Et il y a un problème de l'immigration illégale aux États-Unis. Il y a un problème de ces fameux tunnels de la drogue qui passent à la frontière avec le Mexique. Tout ça est bien réel. Mais les États-Unis sont à l'heure actuelle un pays qui a besoin d'immigration, qui ne tournerait pas sans les quelques 11 millions d'illégaux qui sont déjà sur le sol américain. Et là où passent le plus de gens à la frontière, dans le sud, c'est aux 25 points de passage légaux. Il y a un juge, il y a un juge qui a dit qu'ils ont le droit de faire des demandes d'asile. Donc c'est vrai que dans la crainte d'étrangers qui viennent submerger et détruire le mode de vie occidental, il y a des choses similaires. Mais dans les conditions réelles, et je pense que Jean-Dominique a tout à fait raison de rappeler ce qui se passe en Méditerranée, dans les conditions réelles, c'est assez différent. Mais juste pour conclure sur Donald Trump, entre cette blague très malvenue sur le Père Noël, un petit enfant qui appelle quand même le Père Noël en direct, je vous signale que le numéro, je l'ai vu là-bas, c'est le Père Noël, et 2 enfants qui meurent aux mains des services américains, c'est la première fois en plus de 10 ans, il y a un climat de cruauté, en fait, qui est ressenti autour de l'administration Trump. Et ce climat-là, il est au-delà des choses vraiment précises, réelles, ou des chiffres que l'on peut donner. Alors, Donald Trump veut également changer les règles du jeu en matière économique. Ainsi, face à la montée de la Chine, le président américain ne jure que par les droits de douane. Objectif, mieux protéger l'économie américaine. Et pourtant, vous allez le voir, beaucoup d'entrepreneurs américains sont les victimes collatérales de cette politique. Une équipe de C'est dans l'air s'est rendue dans le Kentucky. Donc sur place, reportage de Barbara Steck, Arnaud Fora et Myriam Zéhar. Au beau milieu des plaines du Kentucky, c'est l'heure de la moisson. Une récolte de soja que Ryan Bevens sera contraint de vendre moins cher. La conséquence des aléas de la météo, mais aussi et surtout des droits de douane appliqués par la Chine. Les représailles de la guerre commerciale provoquée par Donald Trump. Les tarifs qui ont été mis en place nous ont mis un gros coup. En ce qui concerne les prix, ils ont baissé de 20%. Et en plus de ça, à cause de la récolte qui a été abîmée, on subit une réduction supplémentaire. Donc c'est comme une double peine. C'est un vrai cataclysme. Un cours du soja au plus bas.
Une catastrophe malgré ses 3000 hectares sur lesquels il cultive également du blé et du maïs. Un impact financier qu'il peut déjà chiffrer. Oui, on a perdu de l'argent. Beaucoup d'argent à cause de ces tarifs. Combien ? Si je fais une estimation rapide, ça pourrait nous coûter autour de 400 500 000 $. Mais l'agriculteur reste optimiste. Partisan de Donald Trump, il n'a qu'une devise. Je pense qu'il faut faire un peu de sacrifice. Vous savez, je dis toujours « no pain, no gain ». Pas de résultat sans souffrance. Parfois, il faut savoir faire des efforts pour que ça paye plus tard. Vous pensez que Donald Trump est un bon président ? Je pense que Donald Trump a fait un bon boulot de président jusqu'à présent. Au sud du pays, au Texas, le patron de cette entreprise spécialisée dans les tuyaux a lui aussi voté Trump. Mais il le regrette. Comme vous pouvez le voir, nos étagères sont complètement vides. Et c'est inhabituel pour notre entreprise. C'est dû à 100% aux tarifs douaniers. Concrètement, on a renvoyé beaucoup de conteneurs parce qu'on ne pouvait pas payer ces tarifs douaniers. La faute aux droits de douane, imposés 7 fois par les États-Unis à la Chine, qui limite l'importation de ces tuyaux en fer, conçus dans une fonderie chinoise, est taxée à 25%. Le chef d'entreprise a dû renoncer à certains contrats. Un manque à gagner, non sans conséquences. On a dû laisser partir beaucoup d'employés. Nous en avions 55 et nous en avons 42 maintenant. On s'en est séparés à cause du manque d'activité. On a dû faire des sacrifices. On ne peut même pas approvisionner nos clients habituels. Je pense que Trump, c'est le plus gros problème. Il est tellement centré sur lui-même et les États-Unis qu'il ne s'intéresse pas au fait que nous travaillons avec le reste du monde. D'autres professionnels dépendants des importations d'acier se disent inquiets. C'est le cas de Chuck Scianna. Avec une cinquantaine d'autres industriels, il a déposé une plainte pour contester la politique du président américain. C'est la copie de la plainte confiée à la Chambre du commerce international des États-Unis. Elle a été enregistrée le 14 septembre 2018. Pour motiver leur action devant la justice, ces chefs d'entreprise ont dû examiner la loi de très près. Le premier argument légal, c'est que c'est inconstitutionnel si on se base sur la Constitution et les pouvoirs accordés au président, au pouvoir législatif et au pouvoir judiciaire. C'est en fait une décision qui devrait revenir au Congrès et pas l'exécutif. Donc notre argument, c'est de dire que le président outrepasse ses droits. Aux côtés des industriels, plusieurs élus démocrates et républicains ont eux aussi exprimé leurs craintes. L'augmentation des droits de douane pourrait, selon eux, provoquer une escalade des prix. Philippe de Sertine, c'est pas une politique efficace là de mettre ainsi des droits de douane pour se protéger, alors notamment de la concurrence à bas coût des produits chinois ? Je crois que les États-Unis, comme évidemment toutes les économies du monde, la Chine en particulier, mais les États-Unis aussi, dépendent énormément des échanges internationaux. Vous savez, c'est quelque chose d'étrange de voir que dans les grandes périodes de crise depuis pratiquement 200 ans, on est pratiquement à la troisième grande période de crise, eh bien la tendance générale, c'est de dire on referme l'économie. On essaie effectivement de bannir l'étranger, et là l'étranger non seulement physique, mais l'étranger économique. Et à chaque fois, ça vous entraîne effectivement des baisses de croissance très très fortes. Alors vous voyez, bon, il peut y avoir la décision politique en disant je ne veux plus dépendre de l'extérieur. Ça peut être un choix, mais là, dans votre reportage, on voit très concrètement même la personne qui a voté pour Donald Trump et qui dit je pense encore que c'est un bon président, mais ça entraîne effectivement quelque chose de tragique pour ma propre activité. Vous voyez, on peut décider que finalement on va payer très très cher, mais que c'est bien politiquement. Économiquement, c'est sûr que c'est jamais bon et qu'aujourd'hui on est dans une telle dépendance, interdépendance des marchés. La grande croissance potentielle des marchés pour les 100 ans à venir, elle n'est pas en Europe, elle n'est pas aux États-Unis, elle est en Asie. On le sait, on va dire la démographie parle pour cette évidence. Eh bien, si vous vous coupez de l'Asie, en ce moment, vous vous coupez de la croissance. Et comme l'Asie, en plus, n'est pas nécessairement dans une santé absolument resplendissante, on va dire les effets combinés des politiques entre elles fait qu'à la fin, vous pouvez avoir vraiment, sur 2019, ce dont tout le monde parle effectivement à Wall Street aujourd'hui, c'est un risque de ralentissement tellement fort qu'on pourrait même arriver sur une logique de récession. Il n'empêche, Nicole Bacharan, l'autre jour, Hubert Védrine revenait des États-Unis des funérailles de George Bush père.
Et il disait avoir été, donc Hubert Védrine, qui était ancien ministre de la Défense sous Lionel Jospin, il disait qu'il avait été frappé de voir ô combien l'idée, ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin, il disait ô combien il avait été frappé de voir que cette idée qu'il fallait se défendre face à l'hégémonie chinoise, notamment, et aux volontés de dominer l'économie, que cette idée de se protéger de la Chine était très populaire et très partagée aux États-Unis. C'est une idée qui est populaire et partagée, mais pas qu'aux États-Unis. Je veux dire, les problèmes que le fonctionnement de l'économie chinoise pose, c'est-à-dire des droits de douane en fait très élevés, déguisés, des subventions étatiques de toutes sortes, des entreprises conduites en fait par l'État, mais qui sont sur les marchés internationaux, le vol, le pillage, dirais-je même, de la propriété intellectuelle sous toutes ses formes. Ce sont des problèmes que la Chine pose au monde entier, mais dont Donald Trump veut se protéger seul. Et c'est là que je crois se situe le grand risque. Il imagine l'Amérique comme peut-être l'ont imaginé les pionniers du XVIIIe siècle, comme un empire entre deux océans, fermé sur soi et qui n'a besoin de personne. Mais par exemple, les agriculteurs que l'on a vus, ceux qui approuvent encore ces décisions, déjà, 3 milliards de dollars de subventions ont été débloqués pour soutenir les agriculteurs, dont le cours du soja a quand même baissé de 90%. Combien de temps va durer leur soutien à Donald Trump ? Ils veulent bien souffrir un peu, dit notre ami sur le tracteur, c'est probable, mais jusqu'à quel point ? Je veux dire, le fonctionnement de l'économie, le fait que Donald Trump a une vision très, très étroite, et pour lui, le déficit commercial, c'est mauvais. Il ne compte pas, par exemple, ce que ça lui donne de bénéfices en influence du dollar, en influence internationale, partout. Il ne compte que les produits, le dur, si j'ose dire, les objets. Le paradoxe, c'est qu'il s'est encore accru. Il ne compte pas les services, alors que les services sont l'exportation première des États-Unis. Donc il a une vision très ancienne, très fermée, très brutale. L'Amérique n'exporte plus ses voitures, mais elle vend Facebook, Google, qui leur amènent de l'argent. Et je conclurai juste en disant qu'il se demande toujours pourquoi on voit des BMW ou des Mercedes à Washington et non pas des Chevrolet à Berlin. On peut lui expliquer assez rapidement que la qualité n'a rien à voir. Donc c'est une vision très étroite, très brutale et très dangereuse finalement. Ce que beaucoup d'électeurs de Trump constatent déjà et vont constater, c'est que le déficit commercial il continue à augmenter. Les exportations américaines continuent à diminuer, les importations continuent à augmenter. Donc quand on parle des chiffres de l'économie va bien, il y a quand même un chiffre qui ne va pas, c'est le déficit commercial. Donc on peut imaginer Trump ce qu'il voulait régler en plus. Ce qu'il voulait régler, ce qui est même le cœur de sa politique et son argumentaire. Quelqu'un disait la vraie indépendance, c'est la gestion de l'interdépendance. Et pour le coup, Donald Trump n'est pas dans la gestion de l'interdépendance. Il pense qu'effectivement, en mettant des droits de douane, en faisant cette guerre commerciale avec la Chine, il va pouvoir la gagner. Robert Lighthizer, qui est son chef au commerce, et aujourd'hui son âme sœur sur le sujet et influence sa politique. Mais pour le coup, ce qu'il faudrait quand même se poser comme question, c'est effectivement jusqu'à quel point cette politique peut fonctionner et dans les échéances prochaines, les échéances électorales, est-ce qu'effectivement l'économie restera dans cet état actuel? Est-ce qu'on ne va pas connaître en 2019 une récession? Beaucoup d'économistes américains le pensent. Philippe de Sertine, un mot. Nicole Bacharan parlait de la façon dont Donald Trump travaille en solo. Et il le dit, Donald Trump dit « je travaille à l'instinct ». Il y a une polémique aux États-Unis. Il a voulu, dit-on, se débarrasser du patron de la Banque centrale américaine parce qu'il a eu l'outrecuidance de relever les taux d'intérêt alors que Donald Trump lui avait dit de surtout pas le faire. Alors ça peut paraître technique, mais est-ce que c'est un tabou là qu'il a brisé et c'est ça qui effraie la bourse, c'est de se dire au fond Donald Trump a tous les leviers, toutes les manettes et il ne supporte pas le moindre contre-pouvoir?
Oui, là, on est vraiment dans quelque chose qui est complètement, normalement, hors de son domaine, hein, c'est-à-dire le fait de révoquer le patron de la Banque centrale, qui, logiquement, est complètement indépendant. Et c'est même un élément absolument fondamental de la politique monétaire américaine. Au passage, hein, Donald Trump, quand on disait, on a parlé de la Chine, mais n'oublions pas, hein, il est aussi extrêmement agressif vis-à-vis de l'Europe. Hein, je dirais, voilà. C'est peut-être même, on va dire, l'endroit sur lequel il va être le plus agressif. La Chine ayant tendance à se défendre, il a tendance à transiger. Avec l'Europe, pas du tout. Hein. Donc, quand on est en train d'évoquer la politique américaine, elle est vis-à-vis de cela. Alors là, ça nous ramène à la question monétaire, ça nous ramène au problème de Jay Powell, donc le patron de la Fed, la Banque centrale américaine. La Banque centrale américaine qui dit « Nous sommes dans une situation où nous devons relever les taux pour deux raisons. D'abord parce que nous sommes dans une situation où il n'y a plus du tout de chômage aux États-Unis. Et donc là, si on continue à avoir des taux très bas, on va communiquer une inflation forte et on peut avoir à ce moment-là vraiment un choc inflationniste extrêmement grave. Et surtout, ce que dit Jay Powell, deuxième élément que dit sans cesse la Fed, là maintenant depuis plusieurs mois, c'est en disant on doit récupérer des leviers quand la récession va arriver. Parce que si les taux sont tellement bas, donc ça évidemment qui nous interpelle nous aussi Européens, parce qu'on a nos taux très très bas également, si la récession revient et que vous avez des taux très faibles, pratiquement il n'y a plus de moyens d'action de la Banque centrale. Donc là, Jay Powell dit mais moi je suis désolé, c'est technique. D'ailleurs il a répondu aux injonctions du président en disant non mais excusez-moi, je ne suis pas dans la politique, moi je suis dans la technique. Alors peut-être par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi Trump lui est focalisé sur la question de la Fed, parce que ça lui permet évidemment d'avoir un bouc émissaire. Si jamais les choses tournent mal, c'est pas de ma faute, c'est la faute de la Banque centrale américaine, et d'ailleurs je voulais le virer. D'ailleurs en disant, voilà, il gère mal, alors il y a des économistes aussi, hein, il y a le débat entre économistes en disant il ne faut pas remonter trop vite les taux, etc. Donc lui il va fortement, mais surtout l'élément qu'on disait tout à l'heure, c'est quand vous remontez les taux, ça fait baisser les marchés actions. Et là pour le coup, vous avez l'électeur américain qui voit son épargne qui perd énormément de sa valeur parce que les actions baissent. Et du coup il dit c'est la faute de la Banque centrale américaine. Alors lui il dit mais je suis d'accord avec le président, Trump. Pourquoi ils nous sont en train de baisser les taux comme ça? Philippe de Sertine, vous évoquiez l'Europe qui serait victime des mesures protectionnistes prises par Donald Trump. Justement, question téléspectateur. L'Europe représente un des plus grands marchés économiques du monde, même le plus grand. Ouais. Pourquoi ne peut-elle pas s'imposer face aux États-Unis ? Parce qu'à la différence de la Chine, où on ne parle pas d'une seule voix, c'est ça le vrai gros problème. Hein, on est 28. Bah oui, on est 28 et en plus, on n'a parfois pas tout à fait la même approche du marché américain, qui est un marché capital pour l'Europe, absolument capital. Mais par exemple, il est encore plus capital pour les Allemands que pour nous Français. Parce que pour les Allemands, les Américains sont devenus leurs premiers clients l'année dernière. C'est-à-dire que pour eux, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir, on va dire, un shutdown entre l'Allemagne et les États-Unis. Alors que nous, on est beaucoup plus européens dans nos ventes en ce qui concerne la France. On est beaucoup plus dépendants de l'Europe et beaucoup moins, on va dire, portés sur les ventes aux États-Unis, même qui ne sont pas négligeables malgré tout. Donc on est dans une situation où finalement Trump Angela Merkel est un peu l'otage des exportateurs américains. Trump joue, on va dire, la stratégie classique en essayant de diviser l'ennemi. Là, il n'a aucun problème. L'Europe, il suffit de leur parler chacun leur tour pour arriver à les diviser. Avec les Chinois, on a vu qu'au contraire, il a reculé fortement et que même on a eu un certain nombre de signes de détente ces dernières semaines avec le président chinois, où on a repris le dialogue, alors qu'effectivement, si on dit, tout à fait d'accord avec Nicole tout à l'heure, c'est probablement la Chine qui est la plus en rupture avec, on va dire, les modes de fonctionnement traditionnels de l'économie mondiale. Mais la Chine est puissante, la Chine, sur la géopolitique, est importante, alors que l'Europe l'est beaucoup moins. Et la Chine a un président à vie, donc effectivement, aucune de ces discussions oiseuses entre Européens. Pas de problème d'élection. Pas de problème d'élection. Oui, Jean-Dominique Mercier. Juste un mot sur cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Le problème de ces deux pays, c'est qu'ils sont dirigés par des gouvernements nationalistes, qui ont une vision nationaliste de conflit. Et je crois qu'ils raisonnent en termes de « s'il gagne, je perds, si je perds, il gagne ». Et ils ne construisent pas du commun. Ils ne construisent pas on va trouver des solutions constructives ensemble dont on sera gagnant-gagnant. Enfin, ils ont du mal à se mettre parce qu'ils sont tous les deux dans une logique politique, de puissance, d'affirmation. La Chine veut devenir la première puissance mondiale, les États-Unis veulent le rester. Ils sont donc sur une trajectoire de confrontation et le commerce leur sert à ça. Le commerce n'est pas leur but, leur commerce est un instrument en partie pour se maintenir. Mais effectivement, ensuite, ils ont des intérêts qui peuvent être contradictoires avec leur vision idéologique. Donc, on est dans ce jeu-là. Espérons que les intérêts triompheront de l'idéologie. Alors, en matière de politique internationale, Donald Trump est également en rupture. Les États-Unis ne peuvent plus être le gendarme du monde, a-t-il dit la nuit dernière lors de sa visite surprise en Irak. Une façon de justifier le retrait
américain de Syrie, car la décision brutale du président Trump a provoqué la colère de ses alliés. Reportage de Pierre Millet-Bellando et Guilhem Mailleux. Sous les applaudissements des Marines, Donald Trump, visiteur surprise dans cette base américaine en Irak. C'est la première fois qu'il se rend en zone de conflit depuis son élection. Tout un symbole pour une mission séduction. Donald Trump souhaite justifier une nouvelle fois son choix très polémique de retirer ses troupes de Syrie. Selon lui, la mission est terminée. Je veux vous remercier en personne, tous ceux qui servent dans cette région, d'avoir quasiment éliminé le califat de Daesh en Irak et en Syrie. Il y a 2 ans, quand je suis devenu président, ils étaient très puissants. Très puissants. Ils ne sont plus si puissants aujourd'hui. Bon travail. Du bon travail, mais du travail inachevé, selon certains des alliés traditionnels de l'Amérique. Surtout ceux qui resteront sur le front syrien, comme le Royaume-Uni ou la France, désormais en première ligne face à Daesh. Un allié se doit d'être fiable, de se coordonner avec ses autres alliés. C'est ce à quoi je suis attaché. Une déclaration forte et un indice supplémentaire des tensions croissantes qui opposent les États-Unis à l'Europe et surtout la France. C'est vraiment la guerre, entre guillemets, froide entre la France et les États-Unis. Aujourd'hui, on a des États-Unis qui ne regardent que leur strict intérêt, 2 pays et leur strict intérêt financier. Et les Européens n'ont pas l'habitude d'avoir un tel partenaire états-unien qui, là, par exemple, laisse la France en première ligne en Syrie. Et il va falloir maintenant, pour les Européens et la France en particulier, s'habituer à un allié états-unien qui n'est plus sûr, fidèle à 100% et qui peut se retirer des alliances. Des vieux partenaires malmenés, mais un nouvel allié inattendu. Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Pourtant, il y a seulement quelques mois, la détention d'un pasteur américain en Turquie pourrissait les rapports entre les 2 pays. Yazık. Honte à vous. Honte à vous. Vous privilégiez un pasteur à votre partenaire stratégique de l'OTAN. S'ils ont les dollars, nous avons Allah. Mais aujourd'hui, tout va mieux. Trump et Erdogan sont meilleurs amis. Trump nous a demandé « Pouvez-vous en finir avec Daesh ?» C'est ce qu'on fait depuis un petit moment. Et c'est ce qu'on continuera à faire avec leur soutien logistique. Est-ce qu'ils ont commencé à partir? Oui. Maintenant, à nous de travailler à prolonger notre entente diplomatique. Derrière cette main tendue par Donald Trump, un calcul géopolitique. Il trouve dans l'amitié avec la Turquie la possibilité de laisser un allié sûr, membre de l'OTAN, face à la Russie et l'Iran, sans engager davantage les États-Unis, qui, selon Donald Trump, n'ont rien à faire militairement dans cette région. Conséquence directe du retrait américain, Recep Tayyip Erdogan a désormais le champ libre en Syrie. Il s'apprête à mener une vaste offensive contre les forces armées kurdes installées dans le nord du pays et qu'Ankara considère comme des terroristes. Les Kurdes, qui étaient il y a peu encore alliés indispensables des États-Unis dans la guerre contre Daesh. Alors, question téléspectateur, que va changer le retrait d'un peu plus de 2000 soldats américains en Syrie? Nicole Bacharan. Alors, la question qu'on se pose, et je pense que Jean-Dominique l'a posée au début, c'est est-ce que les Américains abandonnent le Moyen-Orient? Et en fait, je crois qu'on peut dire que oui, en partie. Je sais que ce n'est pas forcément votre point de vue, parce que qu'est-ce qui se passe avec ce retrait de Syrie? 2000 soldats américains, on peut se dire, ce n'est pas colossal. Mais ça veut dire que déjà, ils laissent la gestion de la Syrie à l'Iran et à la Russie. Ils laissent la gestion de la guerre au Yémen à l'Arabie saoudite.
il laisse la gestion des Kurdes, qui devraient avoir tragiquement l'habitude, puisque les Américains les ont abandonnés en 91, en 2003, et qu'ils le réabandonnent aujourd'hui, il les laisse aux Turcs, qui ont un projet très clair pour les Kurdes, c'est de se débarrasser d'un maximum d'entre eux. Donc ils sous-traitent la région à des hommes forts, dont il est aujourd'hui l'allié, mais tout le monde sait que Donald Trump n'est pas un allié fiable, et avec qui il signe par ailleurs d'énormes contrats d'armement. Donc la Syrie, ça va être le domaine de la Russie et de l'Iran. Et Israël, avec Netanyahou, qui d'ailleurs est en réélection, et qui a eu le tort de mettre tous ses œufs dans le panier de Trump, avec, vous savez, le déplacement de l'ambassade, avec le retrait de l'accord nucléaire avec l'Iran, eh bien, Netanyahou est peut-être en train de découvrir que Donald Trump n'est pas un allié fiable. Parce que vous avez le fameux arc chiite, Iran, Irak, Hezbollah, avec un Hezbollah plus fort qu'on ne l'a jamais vu, qui avance sur les hauteurs du Golan. La Russie qui tolère les incursions israéliennes contre certains éléments du Hezbollah. Mais grosso modo, les États-Unis ne sont, ou ils se retirent, ou ils sous-traitent, ou une chose est certaine, ils ne sont plus un allié fiable les Kurdes au et Moyen-Orient. les Israéliens peuvent légitimement se sentir abandonnés par ce que vous avez qualifié d'un retrait. Les Kurdes abandonnés, les Israéliens très inquiets. Juste un mot, vous comprenez la démission de Jim Mattis. Parce que Jim Mattis, on l'a dit tout à l'heure, c'était pas du tout une énième démission. On en a connu des limogeages, on en a connu des démissions. Et c'est pas la 17e la moins importante. C'est déterminant. Parce que ce qui compte, c'est pas la démission, c'est la lettre de démission. Tout ce que vient d'expliquer Nicole Bacharan, Jim Mattis, il l'explique. Il explique ce retrait géostratégique, il explique une divergence publique avec le président des États-Unis, en disant que l'alliance... Oui, il dit qu'il l'a dit pendant sa campagne. Il ne veut plus être le gendarme du monde, il dit, mais j'en ai même plus les moyens. Oui, non, mais très bien. Sauf qu'il pense qu'il est en train de respecter une promesse de campagne. Il le dit, pourquoi vous vous étonnez? Je respecte toutes mes promesses de campagne. En se disant que les Américains ne veulent plus de guerre. Et c'est vrai, les Américains ne veulent plus de guerre d'occupation. Certes. En revanche, pour le cas de la Syrie, il faut quand même rappeler qu'il y a eu 4 Américains tués depuis 4 ans, ce qui est beaucoup. Mais pour beaucoup d'Américains, il y a aussi une question de sécurité nationale. C'est la question de la lutte contre le terrorisme. Et la cacophonie aux États-Unis, c'est d'un côté des agences de sécurité qui disent non, l'État islamique n'est pas mort. La présence américaine est importante. Ce que je dis là ne date pas d'il y a plusieurs années, date d'il y a quelques jours. Mais vous ne croyez pas à la capacité de la Turquie de lutter contre Daesh? En tout cas, ce que le président des États-Unis dit, vous avez entendu la phrase? On pose la question, est-ce que l'État islamique est mort? Il répond, nearly. Il est presque défait. Presque défait. Donc pour beaucoup d'Américains, c'est soit il est défait, soit il ne l'est pas. Et le terrorisme était quand même un argument de campagne, la lutte contre le terrorisme était un argument de campagne massif de la part de Donald Trump. Jean-Dominique Merchet. Je pense qu'on fait une erreur de perspective là. Le dossier syrien est tout à fait périphérique pour les États-Unis. C'est pas leur guerre, ça n'a jamais été leur guerre. Ils se sont trouvés embringués dans cette affaire parce que Daesh, qui venait d'Irak, s'est répandu en Syrie. Ils ont à peu près réglé le problème, nearly, presque. Pour les États-Unis, il y a des dossiers très importants qui sont l'Irak, où ils sont depuis 2003 et ils sont toujours pris dans ce pays, ils ne savent pas en partir. Et la visite du président Trump montre bien que ça reste un dossier chaud. Il y a la Turquie qu'ils étaient en train de perdre parce que la Turquie s'éloignait des États-Unis depuis plusieurs années, notamment après cette affaire de putsch raté contre Erdogan. Et elle se rapprochait de la Russie, et ça, c'était dramatique pour les États-Unis. La Turquie est membre de l'OTAN depuis 1952, c'est un allié. Elle est positionnée dans un endroit stratégique vers la Russie, vers l'Europe, pas loin d'Israël, pas loin de l'Iran. Les États-Unis ne peuvent pas perdre la Russie. Or, il y a des débats dans les stratèges américains. Des gens comme Mattis considèrent que ce qui est important, c'est le Moyen-Orient. Et il y a d'autres écoles stratégiques américaines qui ont une vision plus globale, en disant, bon, c'est bien vos histoires du Moyen-Orient, vos tribus, vos Kurdes, vos gars, là, mais c'est pas le sujet. Le sujet, il est mondial. Et la Turquie, 80 millions d'habitants. 80 millions d'habitants. Les Kurdes, c'est 2 millions.
La Turquie, c'est un allié historique. Le parti kurde en Syrie, c'est un groupe gauchiste qui développe marxisme-léninisme pendant très longtemps. Ce n'est pas un groupe proche des États-Unis historiquement. Et il y a un autre dossier capital pour les États-Unis, pour Donald Trump, c'est comment je fais pour me désengager d'Afghanistan. Or, les militaires américains ne veulent pas se désengager d'Afghanistan. Pourquoi en Irak et en Afghanistan, ils n'arrivent pas à partir? Pourquoi? Ils n'arrivent pas à partir parce que, d'abord, les situations locales sont compliquées, mais aussi parce que l'appareil militaire américain, l'appareil sécuritaire américain résiste au désengagement. Obama a essayé de partir d'Afghanistan, il n'a pas réussi à partir d'Afghanistan. Or, ça fait 19 ans que l'armée américaine, ça fait 17 ans que l'armée américaine est présente en Afghanistan. Ils ont dépensé de l'ordre de 900 milliards de dollars. Ils ont perdu 2500 hommes. Résultat, les talibans sont toujours là. Ils ne contrôlent pas le pays. Le pays est le plus grand exportateur mondial de drogue. Face à ce constat d'échec, la tentation pourrait être de se retirer. Retirer au moment où il y a une négociation. Donc qu'est-ce qu'on dit? On continue. Trump fait comme Obama. Il dit on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on s'extrait. Et il y a à Washington, dans le système américain, des gens qui ne veulent pas partir d'Afghanistan. Ce sont les militaires américains. C'est une question de méthodologie, en fait. C'est-à-dire que beaucoup ont appris cela par tweet. C'est-à-dire que la méthodologie... La forme, c'est la forme. Mais un tweet face à l'Orient compliqué. Allez, un mot, Philippe de Sertine, et puis après on va aux questions. Je crois que sur le Proche-Orient, je préfère le terme Proche-Orient, parce que nous sommes Européens, il est proche. Il est très proche de nous, Moyen-Orient, c'est pour les Américains. Le Proche-Orient, vous avez la question pétrolière. Pourquoi les Américains restent en Irak? Parce que c'est les grands puits de pétrole. La Syrie, aujourd'hui, effectivement, est quelque chose d'extrêmement important pour nous, Européens. La Turquie n'est plus l'allié des États-Unis, je suis désolé, c'est l'endroit où vous avez les plus grandes bases américaines aujourd'hui. Et Erdogan, c'est toujours évidemment employé à surtout ne pas envoyer de messages négatifs là-dessus. Mais il laisse Erdogan et Poutine, parce qu'aujourd'hui, Poutine fait passer ses oléoducs par la Turquie, il va y avoir rémunération de la Turquie, etc. On est avec une alliance qui doit nous interroger, nous, Européens. On disait tout à l'heure la question de Trump par rapport à la Chine. Clairement, là, aujourd'hui, Trump dégage les États-Unis et laisse le champ libre à la Chine. La grande logique de la Chine, les routes de la soie, elle est notamment vers le Proche-Orient, parce que c'est la question pétrolière, elle est vers l'Europe et vers l'Afrique. Eh bien, aujourd'hui, Trump est en train d'envoyer un message clair, on va dire le changement de leader mondial, il est en train de s'amorcer. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort que ressent tout le personnel politique américain aujourd'hui. La question de la sécurité nationale et la démission de James Mattis a été quelque chose de traumatisant dans le camp démocrate, mais dans le camp républicain, parce qu'on est en train de dire, mais on fait quoi actuellement ? On est dans quelle logique à long terme ? La logique à long terme, c'est laisser effectivement quelques grandes bases américaines pour défendre les intérêts américains, mais laisser tout le reste faire. Et ça, c'est effectivement extrêmement grave, y compris pour nous, Européens. À nos portes, nous n'aurons plus l'influence américaine, mais sinon russe. Exactement. Et je vous rappelle que Trump l'a dit à plusieurs reprises dans sa campagne, aux Européens, aux Japonais. Vous devez financer votre défense vous-même. Et croyez-moi, c'est quelque chose de fort quand on voit la place de l'OTAN aujourd'hui dans la défense européenne. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, question totalement différente sur la politique intérieure. Est-il vrai que Trump doit négocier avec le procureur spécial Mueller pour éviter la prison? Alors, Nicole Bacharan ou Frédéric Durper? Oui, François, mais c'est pas grave. Enfin, Frédéric me va aussi. La question... Alors, il y a quelques temps, vous savez, on a beaucoup parlé de l'impeachment, et il y a quelques temps est arrivée l'idée d'une démission possible de Donald Trump. C'est ce que vous êtes en train de dire, la négociation de Donald Trump avec le procureur spécial Robert Mueller pour, en quelque sorte, effacer l'ardoise. Ça serait le dernier domino. Des enfants aussi de Donald Trump qui seraient impliqués, et en échange de quoi Donald Trump démissionnerait. Donc ça s'est beaucoup répandu dans la presse américaine. Les soupçons de collusion avec les Russes. Oui, toujours la même idée, sauf que cette enquête, on en parle, mais cette enquête de Robert Mueller, on n'en sait rien. On ne sait même pas pourquoi. Robert Mueller, c'est l'homme le plus silencieux d'Amérique. Non mais il y a beaucoup de spéculations. Mais c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on en parle et qu'on ne voit rien. Bien sûr, et on ne sait pas d'ailleurs quand ça va se terminer. Parce qu'en fait, on peut se dire, il n'y a aucune idée
de la manière et du moment où cette enquête va se terminer. Robert Mueller a pris un porte-parole qui s'appelle Peter Carr, qui est silencieux. Donc vous avez un porte-parole qui est silencieux. Votre pronostic, parce que c'est tellement compliqué cette histoire, comment ça va se terminer là? Parce qu'on disait à un moment, cette enquête, ça va lui retomber dessus, il y aura un impeachment et il ne pourra pas terminer son mandat. Sans faire un pronostic, on peut simplement dire quelque chose, c'est que pour l'instant, Robert Mueller essaie de coincer l'entourage de Donald Trump, après avec une stratégie à la Al Capone, c'est-à-dire qu'il essaie de le coincer sur autre chose que la collusion avec la Russie. Ouais. Mais à force de voir autre chose que la collusion avec la Russie, eh bien, il voit toutes ces autres choses, mais il avance assez peu sur le sujet principal du sujet, c'est la collusion avec la Russie. Comme vous le dites très bien, Axel, c'est extrêmement compliqué, mais il faudrait quand même juste pas oublier que, à l'heure actuelle, cette enquête du procureur Mueller a abouti à l'inculpation de plusieurs dizaines de personnes qui ont travaillé avec Donald Trump de près ou de loin, dont des étrangers qui sont en Russie et donc inatteignables, mais d'autres qui sont en prison à Washington, et que toutes les organisations que Trump a touchées de près ou de loin font l'objet d'enquêtes pour corruption, abus de pouvoir, etc. Je pense à ce qu'on appelle l'organisation Trump, c'est-à-dire toutes les affaires immobilières, l'université Trump, la fondation Trump, la famille Trump, le gouvernement Trump, tout ça fait l'objet d'enquêtes. Donc on a de toute façon un président qui est cerné par des adversaires sur le plan judiciaire, sur le plan politique maintenant que la majorité de la Chambre des représentants change de majorité. Donc je ne sais pas comment ça va se terminer, mais je sais que ça va être très très dur dans les 2 ans qui viennent. Au bout, hein. Juste quand même, Weisselberg, par exemple, le CFO, le directeur financier a choisi de Trump, a choisi de plaider coupable. C'est-à-dire on est dans quelque chose maintenant où, effectivement, l'enquête... Enfin, quand même, sur l'enquête sur la collusion avec la Russie, il y a énormément d'éléments qui sont maintenant connus, dont on est certain. C'est-à-dire, c'est pour ça que le procureur Mueller ne s'arrête pas. Alors, si les élections présidentielles avaient lieu aujourd'hui, Trump serait-il en capacité d'être réélu? Oui, mais pas avec certitude. D'abord, j'ai appris à plus faire de prévisions sur les élections, et 2, on ne sait pas qui serait son adversaire. Oui. On le dit à 38% de popularité, c'est pas des intentions de vote, mais c'est un socle qui est là et qu'il a bien l'intention d'animer pendant les 2 ans qui viennent. Mais vous savez, on le dit assez peu, mais Donald Trump est des hommes politiques en exercice le plus populaire. Et 38%, il est plus populaire que Nancy Pelosi, la chef des démocrates, à la Chambre des représentants. Alors, il y a des hommes politiques plus populaires que Donald Trump, mais qui n'exercent pas le pouvoir. Donc, c'est le paradoxe. Alors là, il y a un effritement de sa popularité, certes, mais il y a une base encore solide. Et il y a quelque chose, c'est que, généralement, après les élections mi-terme, il y a un tournant de la politique du président, une inflexion dans un sens ou dans un autre. Donald Trump, lui, aucun tournant. Le Trump est encore plus Trump que jamais. Il l'a dit d'ailleurs, il a tweeté en disant « j'ai fait exactement ce que… » D'ailleurs, vous avez vu, pour faire des reportages, c'est quand même assez compliqué de trouver des déçus de Trump. Vous trouvez des gens qui le détestent, vous trouvez des gens qui le haïssent depuis le départ, alors, mais des gens déçus par sa politique… À partir de combien de jours de shutdown, des risques de mouvements sociaux pourraient-ils émerger aux États-Unis? Nicole Bacharance, il y a eu des shutdowns très longs sous Bill Clinton. Pas si long que ça quand même, mais 2-3 semaines, au-delà de ça, ça devient ingérable parce que là, il manque 1 mois de salaire. Et en fait, rien n'oblige le Congrès à faire en sorte que les gens soient payés. Vous avez les gens qui sont au chômage technique, vous avez les gens qui travaillent réquisitionnés sans être payés. En tout, ça fait 800 000 personnes. Et normalement, la tradition veut que le Congrès vote un rattrapage. Mais ce n'est pas des salaires où on peut se permettre de renoncer à 1 mois autour de Noël, au moment des fêtes, à sa paye, tout simplement. Un mot pour dire que donc il va falloir que quelqu'un cède ou qu'il se retrouve à mi-chemin, ça c'est certain. Et les États-Unis sont quand même le seul pays du monde à avoir ce système-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une majorité simple, il faut 60 sénateurs pour pouvoir voter. 60 sénateurs sur 100. Donc là, pour le coup, les institutions américaines... Beaucoup disent, il faudrait... Et d'ailleurs, Trump a fait une la majorité, proposition... Pas à 60%. Voilà, le mur avec le Mexique ne devait rien coûter aux Américains. Où en sont les négociations avec les Mexicains? À 0. Voilà. Là, on peut répondre rapidement. À 0. Surtout qu'en plus, il y a maintenant un président de gauche au Mexique, et donc, effectivement, ça ne va pas arranger les choses. Et en fait, je rajoute juste une phrase, Axel. En fait, même Donald Trump arrive quand même
sans que ça se sache trop, à l'idée qu'il faudrait soutenir le développement de pays comme le Nicaragua, le Guatemala, etc., pour résoudre un peu la crise migratoire. Comment Donald Trump arrive-t-il à se maintenir au pouvoir seul contre tous? Il a tweeté encore, je suis seul à la Maison-Blanche. Parce qu'il est seul au sein de l'établissement, mais il n'est pas seul en Amérique. Ah. Ça, c'est vrai qu'autour de la table, il y a plus... Les 2 premières années, autour de la table, on a dit il y a beaucoup de gens qui lui disent « ça, Monsieur le Président, c'est pas possible. On a des traités, on a des alliés, et ils sont tous partis. » Mathis, c'était le dernier. Où en est-on à la veille d'un krach boursier comparable à celui de 2008? Trump est-il capable de juguler une crise financière? Vous avez 10 secondes, Philippe de Sertine. La réponse est on est en krach là depuis quelques semaines, hein, donc c'est un krach long. Est-ce qu'il peut juguler? Non. Mais est-ce que le système mondial peut essayer de juguler? Peut-être oui, mais je suis pas sûr. Bon, eh ben, écoutez, on fera les émissions. C'est la fin de celle-ci qui sera rediffusée ce soir à 22h25. On se donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau C'est dans l'air. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur France 5. À suivre, c'est à vous.